Fidèles téléspectateurs de la chaîne Twampiane TV, c'est votre émission Grand Débat Citoyen. Je suis à la présentation d'Ovia Muvunga Floribert. Sur ce plateau, dans ce studio, nous allons accueillir l'enseignant Élisée Kasereka Mateso. Il est enseignant à l'université officielle de Rwenzori en relations internationales, mais également M. Hepi Kalungero. Il est membre du mouvement citoyen GEGEC, Génération Jeune Consciente. Avec eux, sur ce plateau, nous allons pouvoir parler autour de notre thématique qui porte sur la situation socio-sécuritaire dans notre pays, surtout à l'est de notre pays. André Agé, nous allons pouvoir donner la parole à M. Mateso en tant qu'enseignant. Quelle situation, quelle analyse faites-vous surtout des changements opérés au sein de nos forces armées de la République, surtout l'état-major? On a nommé le nouveau général qui est M. Gilles Banza, qui a pris alors place et qui a été installé le 6 janvier 2025 à remplacement de M. Christian Kiwawa. Quelle analyse faites-vous de cette organisation? Merci, merci, monsieur le journaliste. Et c'est encore une joie pour moi d'être encore dans ces studios parce que ça fait longtemps que j'y étais, je suis passé par-ci, presque dans l'analyse d'une thématique semblable. Et à passage, je vais saluer ceux-là qui sont dans les zones des opérations. Et à Kaongole, à Lobango, Outoué, je parle de Massissi, je parle de Bweremana, je parle peut-être d'Alimbongo et ailleurs. Et je vais donner un encouragement à tous ceux-là qui se sacrifient, qui perdent leur vie et pour ce pays qui est celui de Lumumba, celui de nous tous. Et alors aujourd'hui, l'actualité est telle que le changement a été opéré au niveau de l'état-major général, au niveau de Kinshasa, et dont le président lui-même a nommé le tout premier militaire au niveau de la RDC. Et j'estime que ce n'est pas encore quelque chose de mauvais parce que le principe est tel qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais dès lors que l'équipe est en train de perdre ou est en train d'avoir des revers, la tendance, il faut changer soit l'entraîneur, si ce n'est pas l'entraîneur, alors il faut changer toute l'équipe. Et je crois que c'est sur ce principe que le président a eu ce courage de changer, parce que Kiwewe peut-être avait déjà montré ses limites. Pas seulement au niveau de l'état-major, vous allez savoir que même au niveau de sa garde rapprochée, que nous appelons le JR, il y a toujours des modifications, il y a des changements, jusqu'à ce qu'on a vu certains blancs être à côté du président, et dans beaucoup de défilés. Et ça montre que le président a voulu maximiser sa sécurité, et la sécurité même de la population, jusqu'à arriver à Limbongo et à Massissi. Et ça parlait de Gilles Mbanza et de son parcours. Ça parlait de celui qui s'appelle Bruno Mandefou. Ça parlait peut-être de celui qui est le commandant de la zone de défense, troisième zone de défense, je crois, qui prend aussi de Kivu, et partiellement peut-être l'Ituri. Et je trouve qu'il y a déjà une avancée parce que depuis qu'il y a eu ce changement, au moins, il y a quand même des affrontements. Et le système de stand-by est en train de prendre un peu pour la pause, et donc de finir, parce que c'est comme si le cessez-le-feu était devenu vraiment le cessez-le-feu, alors que visiblement le M23 était en train vraiment de le violer chaque jour. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous constatons que effectivement la guerre a repris. Et vous parlez de l'axe à Limbongo que je maîtrise moi personnellement parce que c'est la route que je fréquentais avant quand je pouvais faire Butembo Goma.
Et on trouve que quand même il y a eu un peu d'accrochage, même si ça a été des petites durées, la victoire à ce niveau-là. Et vous savez, à un moment donné, on est arrivé vers Kassé, et puis de Kassé, on nous a repoussé vers à Limbongo, dépassé même à Limbongo. Et je trouve que quand même, il y a eu quand même des accrochages, ce n'est plus la formule ancienne. Et c'est là que j'ai constaté que même on peut, les avions qui étaient dormants, on les a réveillés. Et ce matin, avant que je n'arrive dans ce studio, je vis quand même des hélicoptères de combat dans les airs. Et j'estime, même si c'était peut-être dans une patrouille de reconnaissance, en tout cas c'était déjà quelque chose parce que ça fait partie des tactiques de la guerre. Et donc, pour essayer, avant d'aborder vers là, il faut dire que le changement au niveau de l'état-major est dit par le fait qu'il y a une stratégie et il y a une tactique que nous devons savoir. La stratégie, c'est décidé au niveau gouvernemental, même au niveau de l'État, et c'est l'État-major qui le met en pratique, alors que la tactique est au niveau du champ opérationnel. Alors, j'estime que la stratégie militaire qui a été mise en place par le gouvernement à connivence avec l'État-major général n'a pas fonctionné avec l'ancien. L'ancien, peut-être qui avait aussi ses limites et ses défauts, ainsi que aussi ses avantages. Et aujourd'hui, voilà, on a montré qu'il fallait changer. Et ça, ce n'est que normal. Ça doit être quelque chose de routine. Ça doit être de la même manière qu'on change les joueurs dans une équipe. Ça doit être de cette même manière qu'on doit aussi changer des personnalités qui ont montré les limites ou qui ont amené des échecs dans une équipe. Faudra-t-il qualifier ces changements-là des messages forts que le gouvernement a lancés? Absolument. C'est tout simplement nous dire que au niveau du gouvernement, les choses ne sont pas statiques, les gens ne sont pas en train de dormir, même si nous croyons que peut-être au niveau... Vous savez, à celui qui souffre, vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, parce qu'il ne sait pas comment ta prière est en train d'aller. Et donc, nous, sur le champ de bataille, on peut estimer qu'au niveau de Kinshasa, il y a quelque chose qui marche, parce que si il n'y avait pas changement, alors on allait changer. Pourquoi? On change parce qu'il y a quand même un problème qu'il faut résoudre. Et je crois que pour cela, c'est un message fort. Dire d'abord à ceux-là qui sont des déplacés de guerre au niveau interne, même des réfugiés, peut-être au niveau externe, que en tout cas le gouvernement est en train de faire quoi? Le gouvernement est en train de prendre le taureau par ses cornes. Et donc aujourd'hui, vraiment les choses marchent telles que nous avons voulu. Et aujourd'hui, pas plus qu'hier, il y a eu l'attaque de Massissi, le centre, le territoire, et on a déjà repris les centres. Donc, il y a beaucoup d'autres localités, peut-être d'autres cités stratégiques qui étaient déjà reprises par les M23 qui visiblement sont en train d'être encore bien sont en train d'être repris, récupérés, éventuellement par les FARDC. Merci, c'était Mateso pour vos premières interventions. Monsieur Kalungero, vous êtes membre des mouvements citoyens. Oui. Quelle analyse faites-vous personnellement de ces changements qui ont intervenu au sein de nos forces loyalistes? Bon, messieurs les journalistes, merci beaucoup. C'est ma toute première fois d'être là. Et je suis exactement un activiste des droits humains. Je suis Happy Kalungero, le porte-parole du mouvement citoyen Génération Jeunesse Consciente et disciple idéologique du camarade ou camarade d'élite Trésor Makassi. L'analyse que je dois passer, ça doit être vraiment très très clair et ça me pencher à une position parce que l'analyse en question que je vais faire maintenant, il y a des points forts et points faibles au changement au-delà la décision du président pour le changement à la tête de l'armée. Vous savez, le président, quand il en fait ça, c'est une bonne chose que nous devons encourager, mais je pense qu'il est le tout premier commandant de l'armée. Donc le faire, c'est beau. Donc il a pris des analyses telles que
le 7 vient de le dire, il a pris peut-être des analyses, c'est peu après constaté que peut-être il y a échec, qu'il a passé par changer à la tête de l'armée. Mais moi, je dois dire une seule chose, qui est changer n'est pas encore... changer seulement n'est pas encore juste l'atout, mais changer exactement est ce qui est plus meilleur. Je voulais dire quoi? Vous savez, lui, notre armée, c'est juste une armée instrumentalisée ou instrument de politique, de la politique. Il suffit que le président dise que je ne veux pas que vous vous battiez, je doute qu'il y ait un commandant ou un général à la tête ou à l'état-major de l'armée qui ira juste au front ou qui va commander que ceux qui sont sur les lignes de front se battent. Moi, je pense que changer pour lui, c'était meilleur. Si et seulement si il va aussi changer ou il va amener sa bonne volonté de nous battre contre ces petits trucs ici, le petit M23 que je qualifie à l'arbre, bien sûr, qui cache la forêt. Je voulais que Kailan change, c'est une bonne chose. Parce que je peux vous surprendre ici par quelque chose que le commandant des opérations Grand Nord, le général Chico Chitambwe, ce qu'il nous a expliqué lorsque nous avons été là, c'était le 11 novembre. La synergie des mouvements citoyens, groupes de pression, avoir descendu juste à Lubero, ça a été juste... Souglis n'a pas voulu faire ça publiquement. Nous avons été là, mais je peux vous surprendre de ce qu'il nous a parlé. Peut-être je vais vous le dire toujours avec l'État, mais ça a été trop surpris. Lui nous a dit quoi? Qu'eux attendent que le mot d'ordre des politiciens. Il suffit qu'ils disent, ils peuvent aller se battre, et il suffit qu'ils leur donnent des matériels, des moyens, ils peuvent aller se battre. Donc pour moi, changer à la tête de l'armée, c'est bon, mais ça sera mieux lorsqu'ils vont changer aussi les modes opératoires, surtout en accordant sa bonne volonté, état qui est le premier soldat, le premier défenseur de ce pays. Parce qu'on ne s'attendait pas que Bemba échoue à la défense. Mais bon, on comprend que non. Est-ce qu'il a échoué parce qu'il était incapable? On ne sait pas. Mais est-ce que ça ne doit pas être une mauvaise volonté politique de ne pas accorder cette chasse à nos forces armées que je salue d'ailleurs à Passa? Je sens de les beaucoup s'allier avec les Ouazalènes, avec leur grand travail qu'ils sont de faire. Donc changer, pour moi c'est bon, si et seulement si il va aussi accorder la volonté, cette grande chance à cette armée ou à ce général de commander exactement l'armée. Ne peut-il pas dire parce qu'il a changé, il a cette volonté de changer les choses aussi de nos forces armées? Je ne refuse comme je n'accepte. Et si ça peut être une façon, comme voici 3 ans, nous sommes dans le truc que vous appelez état de siège, si c'est une façon aussi de dire que celui-ci vient de consommer sa part, vient de prendre sa part dans le judiciaire, on peut aussi encore mettre celui-ci. Est-ce que ça aussi, si moi aussi je vous donne ça, ça ne peut pas être vrai? Je ne dis pas que c'est ça, mais il faut que ça soit réellement cette bonne volonté, que ça ne soit pas égé comme ça, pour qu'on se partage des bitins. Donc moi je veux que... Il faut qu'on sente vraiment ces changements. Oui, qu'on voit sur le terrain que les petits changements que nous avons constatés sur le terrain, que ça continue, que ça évolue ici, parce que tel que le CET l'avait dit, on a des envieux, lorsque même la MONUSCO nous a parvenu à dire que non, M23 a des armes lourdes, sophistiquées, qui ne sont même pas en mesure de combattre. C'est un mensonge. Est-ce que le petit M23 ici, même s'il y a exactement, j'ai dit, la forêt qui est cachée là, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir des moyens de se procurer des grandes armes que nous, le pays RDC? La réponse est non. Donc le gouvernement doit exactement montrer cette volonté, doit être plus professionnel afin que nous puissions exactement réussir la guerre. Merci, monsieur Hepi Kalungero, pour vos premiers arguments. Monsieur le CT. Alors, en voyant la situation sécuritaire, la situation à l'est de notre pays, comme elle est en train d'évoluer, vous pensez que ce changement-là va avoir vraiment des effets, des impacts directs sur la situation sécuritaire dans nos entités qui sont sous occupation du rebelle M23? Et donc, c'est plus compliqué. Vous savez, la question militaire et sécuritaire, c'est parfois des questions qui semblent être fermées parce que il faut être parfois du domaine,
Il faut vivre les faits, c'est-à-dire avoir manié peut-être l'arme. Il faut avoir passé dans des zones de conflit pour que tu sentes ou que tu parles exactement d'une paix ou de la sécurité. Vous savez, visiblement, l'Est est en insécurité pour ceux qui sont à l'extérieur ou bien pour ceux-là qui ne sont pas dans la zone à conflit. Ce qui fait que nous, ceux-là qui sont à l'extérieur, et ils nous disent que nous sommes en insécurité. Et c'est vrai. Et d'autres, alors je vais entrer dans le secteur, dans une, disons, c'est là dans des trucs plus purement sectoriels. Autrement dit, nous allons aller plus loin dans des localités où une fois on vous débarrasse par exemple des ADF, on vous débarrasse de quoi? Des M23, et vous commencez à dire non, ça va, vous pouvez retourner, en tout cas il y a déjà la paix, Bruno a fait quelque chose, le général tel avec Swazalen ont fait quelque chose, en tout cas la zone est déjà conquise, encore de nouveau, comme quelqu'un, les gens qui sont maintenant à Massissi peuvent dire, en tout cas, il y a déjà une sécurité. Et éventuellement, pour le langage le plus courant, c'est comme ça qu'on aperçoit les gens dire. Mais logiquement, c'est toujours une insécurité. Pourquoi c'est une insécurité? Parce que la sécurité a plusieurs volets. Oui, la sécurité a plusieurs volets. Le volet militaire ou le volet de ne pas avoir la paix, de ne pas se sentir que n'importe quand je peux prendre une balle, c'est déjà une insécurité. Et le fait de manquer la nourriture, c'est déjà une insécurité alimentaire. Le fait de ne pas avoir des lieux de loisirs, c'est déjà une insécurité. C'est ce qui fait que nous disons que parfois, vraiment, on est en insécurité. Ce qui fait que même nous qui ne sommes pas, qui sommes un peu éloignés de la zone opérationnelle, même nous sommes aussi en sécurité par le fait que peut-être ce sont des contrées qui nous donnaient, qui nous ravitaillaient en termes de denrées alimentaires et qui nous ne gagnons plus, nous ne mangeons plus. Ça montre que nous sommes toujours en insécurité. Et donc c'est ce qui fait que quelque part la sécurité, il faut encore l'analyser en profondeur pour comprendre quelle est la paix et quelle est la sécurité. Mais visiblement, moi je dirais que la zone Est est toujours en insécurité parce que tous les signaux de paix, tous les signaux qui permettent à ce que vous vous sentez dans le bonheur, dans le aise, en tout cas ne sont pas au beau fixé. Voilà, à terme simple, ce que j'aperçois à terme de la sécurité ou de l'insécurité dans la zone. Oui, mais c'était alors, donc il y a des conséquences, je dirais que des dégâts collatéraux par rapport à la situation. Effectivement. Dès qu'il y a une guerre, et laisse-moi par des petits exemples. Tu vois, ici nous émettons à partir maintenant de Butembo. Butembo qui est avant peut-être, c'était vraiment un centre rayonnant en termes de commerce. Parce que les gens de Bukavu pouvaient venir s'approvisionner ici. Je sais que les gens de Chopo, oui. Ils pouvaient venir eux-mêmes, et ils venaient et ça pouvait marcher. Par même Kindu, etc. Mais où sont ces gens qui venaient? Est-ce que le produit n'existe plus à Butembo, qui le faisait qu'il fasse ses navettes de Bukavu jusqu'ici? Ça existe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toujours cette sécurité-là. La sécurité, dans quel sens? La sécurité sur le plan de se retrouver un jour, avoir devant toi des gangs qui vont vous ravir votre petite somme modique qui pouvait vous aider, n'est-ce pas, à faire quoi? À faire l'échange ou disons les achats. Le deuxième événement en termes de sécurité, c'est que vous quittez Bukavu, mais vous allez encore dépasser assez de moyens parce que les routes sont impraticables. C'est toujours une insécurité. En allant là-bas, vous allez constater que même les lieux où vous pouvez dormir, c'est toujours l'impraticabilité, disons, de logements ne sont plus au beau fixe. Vous savez, à l'époque, je suis passé par Rwindi et à l'époque de Mobutu.
Ruindi, c'était merveilleux. Donc quand vous arrivez à Ruindi, jusqu'à ce que Orason disait que vous êtes beau comme le parc de la Ruindi, ok? Et si vous avez dans ces chansons. Donc ça montre, à l'époque, il y avait Ruindi, même pendant de vacances, Mobutu pouvait venir vers Ruindi. Mais maintenant, c'est difficile même de comprendre que Ruindi a été vraiment un centre rayonnant au niveau, par exemple, de ce parc. Donc, il y a tout qui ne marche même plus. Et vous trouvez ailleurs, le médicament de première nécessité n'arrive même plus. Il y a des gens qui sont peut-être dans des zones à conflit où les gens sont en train de mourir parce qu'ils ont besoin d'être opérés. Et les gens meurent parce que les maladies sont en train de se développer davantage. Et parce que ça demande peut-être de souhaits le plus urgent, des cancers se développent. Et donc, les sécurités battent son record au niveau de l'Est. Et c'est une évidence exactement. Ah ouais. Donc, vous venez de nous montrer la multiforme, que les sécurités multiformes dans tous les secteurs, notamment de la vie socio-économique, culturelle, je pense. Alors, quelles sont les causes profondes de cette sécurité et comment on peut mettre fin concrètement à cette sécurité? Surtout à cette guerre. Moi, je reviens à la guerre alors. Les causes profondes de la guerre, ça date de longtemps. Hein? Et d'abord, les grandes causes commencent en 1996 avec l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL, oui. Et là, c'est le début de causes même de guerres répétitives au niveau de l'Est. Parce que vous imaginez, avec l'AFDEL, il y a eu des pactes, des accords qui ont été signés. Vous avez toujours compris parler des accords de Lemera, les fameux accords de Lemera que vous avez toujours compris. Et on nous dit, le plus souvent que moi-même quand je lisais, c'est comme si le contractant aurait dit, aurait écrit qu'à un moment donné, on va donner au Rwanda 300 km à vol d'oiseau vers l'intérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose d'aberration. Tout simplement parce que c'est nécessaire, mais jusqu'à ce que un certain James Kabarebe, actuellement, il est au Rwanda. Il est vivant. Il a été le chef d'état-major à Kinshasa. À Kinshasa. Donc, vous imaginez cela. C'est avec les Hérodia, je crois, Abdoulaye Ndombasi, qu'il y a eu une sorte de réforme, une sorte de méchanceté à l'égard même de Rwandais. On a commencé à brûler le genre à Kinshasa, dans des pneus, et que les James Kabarebe et les autres se sont repliés trop vite pour aller créer maintenant les RCD Goma. De RCD Goma, vous imaginez, on a fait alors les +4, après +4, il y a eu cette histoire de CNDP avec le Gilles Mutebushi et Laurent Kunda. Après Laurent Kunda, il y a eu, je crois, maintenant la famille M23 à l'époque. À l'époque 2009, avec Bosco Taganda, et aujourd'hui, voilà, nous sommes M23 bis. 2013, maintenant encore. Et voilà, 2023. 23. Donc, il y a tellement de sécurité, mais je dis bien, sa source commence. La source, exactement. Ça veut dire que il y a toujours des accords. Ok? Même le 23 ici, je crois qu'il y a eu des accords le 23 mars là. Alors, donc, les accords qui ont été signés habituellement entre les acteurs qui étaient des signataires n'ont jamais été respectés. Ou carrément, ceux-là qui étaient des acteurs de ces accords le font par hypocrisie. Vous savez, si je peux, nous pouvons dire, non, moi et toi, monsieur le journaliste, nous faisons ceci patati patata, et que déjà quand nous sortons de ces studios, nous trouvons que toi tu es déjà à gauche alors que nous devrons aller à droite. La logique c'est laquelle? La logique c'est que quelque part tu as travaillé avec moi avec soit tes légèreté ou tu travaillais. Vous savez, on nous dit souvent, si dans une marche, ok, cadassé des militaires, et militaire ne fait pas le même pas que les autres, c'est qu'il attend dans sa tête une autre musique. Ok, ça veut dire que nous pouvons signer des accords
alors que vous êtes en train d'attendre une autre musique. Et cette musique veut dire que toi tu attends d'autres objectifs, alors que les objectifs que nous mettons, que nous couchons sur le papier ne sont pas ceux-là qui sont dans ta tête. Et c'est exactement le problème congolais, c'est qu'à un moment donné, même Luanda, et que nous sommes en train de vouloir négocier avec le Rwanda, si les acteurs ont toujours des agendas cachés dans ces trucs, alors on n'arrivera jamais à la fin de ce cycle de guerres répétitives au niveau de l'Est du pays. Merci. Donc la cause ne sont pas encore, non, disons le vrai cause ne sont pas encore bien détectées. La seule chose, c'est l'hypocrisie qui existe entre les acteurs qui sont des signataires. Monsieur Kalungaro, je reviens à vous. Je vais aussi reposer la même question. Selon vous, quels sont les problèmes qui doivent être réellement traités pour que cette guerre ne puisse pas chaque fois s'enrichir et après quelques 2-3 années et puis que ça revienne? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, attaquer des stratégies, des mécanismes pour mettre complètement fin à cette situation de sécurité? Merci encore une fois, monsieur le journaliste. J'ose croire que c'est peu difficile de prendre peut-être la grossesse, la faire retourner et ou revenir les fœtus au ventre par la bouche. Il faut le faire revenir de là que ça a entré. Donc on l'a fait entrer. Et maintenant, moi, vous dire que la solution de cette guerre est autre que revenir d'abord du début, voir ces accords-là, voir ces signataires-là. Et comme état qui est responsable, nous sommes un pays souverain. Si parmi, disons par exemple, 5 jeunes, frères qui sont nés d'un père et d'une mère, et les deux se donnent courage d'aller prendre accord pour juste escroquer la parcelle. Bon, moi je pense que les 4 jeunes garçons ne doivent que se décider, demander à cette personne, parce que c'est d'abord un bandit. Comment tu veux notre parcelle? Au lieu de voir le père et nous tous, famille, vous venez vous consulter avec une seule personne, un frère. Et je pense que les choses d'un frère n'engagent pas toute la famille. Mais exactement, il y a déjà une dette qu'il faut rembourser. Mais parce qu'il il a aussi donné ses moyens. J'ose croire qu'il faut revenir à ces accords, bien sûr, mais aussi, nous devons être alors très responsables. Très responsables et fermes, sachant bien que nous sommes souverains, nous sommes dans notre pays. S'il y a eu des complices, s'il y a eu juste ce courage-là de comploter pour qu'on puisse prendre peut-être une partie de notre terre, mais non, c'est peu malhonnête. Nous devons montrer à la personne là que c'est un bandit, parce que quand vous pouvez compléter avec un frère bandit, tu es bandit comme lui. Et la solution pour ça, il faut vraiment les battre de façon qu'ils sachent que j'avais commis juste une erreur d'aller comploter contre la parcelle d'autrui. Et passer par un fils, au lieu de consulter toute la famille. D'envisager une solution militaire. Moi, je pense que les solutions doivent être militaires. Je dis ça pourquoi. Il y a eu des accords et des accords et des accords. Revenons ici à 2013, après que les faits Mamadou, qui d'ailleurs son âme repose à paix, après qu'ils ont défait les M23, ils ont été à des bandades jusqu'à aller en Ouganda. Mais à part les battre sur terrain, il y a encore eu des accords, parce qu'on dirait qu'ils ont été même logés pendant tout ce temps comme des réfugiés en Ouganda. Voilà qu'encore ils reviennent. Après avoir été défaits par la guerre. Ils ont été défaits sur terrain. Et puis après, encore accords. Et puis après les accords, les dits accords, voilà, ils reviennent. Donc la solution aussi, que serait les battre jusqu'à... Ce n'est pas aussi de les battre. Non. Parce qu'ils avaient été faits en 2013. Ils ont été bâtis. Moi je dis après être bâtis, il y a encore eu, dit-il, les accords. S'il faut les battre au point de les exterminer, ou tu acceptes de poser l'arme, ou tu acceptes la mort. Parce que quelqu'un qui va terroriser, vous savez ce sont combien de tués, combien de personnes. Si nous pouvons chercher à sauvegarder la vie humaine. Mais ceux qui sont des tués, est-ce qu'ils ne sont pas des humains? Ils sont de violer nos sœurs, nos mamans. Alors, monsieur le journaliste, moi, je pense qu'il faut peut-être dire que ces gens ici, les accords n'ont pas trouvé solution, non? La solution qui reste, ça doit être militaire, peut-être. Parlons un peu de leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils revendiquent concrètement? Bon. Parce que pour le président de la République, il s'est dit qu'il doit parler avec les Rwandais.
Par les Rwandais. Alors, par les Rwandais. Alors que les Rwandais pointent du doigt l'M23, que non, il doit d'abord faire une négociation directe avec l'M23. Bon. Parce que pour lui, l'M23, ce sont des rebelles congolais. Bon, moi et vous ne connaissons pas exactement ce qu'ils revendiquent. Mais d'après ce qu'ils semblent parler, vous comprenez que ça n'a même pas de sens. Parce qu'eux se disent vouloir venir sécuriser ou combattre les pouvoirs à place. D'après ces M23 là. Combattre les pouvoirs à place parce qu'ils ont des mégestions. Alors ils veulent venir les remplacer. Mais malheureusement, changer le régime. Mais à voyer ceux qui veulent changer le régime, ils partent comploter par l'ennemi juré, l'ennemi de longtemps de ses propres pays. Donc pour moi, je pense que ce qu'ils veulent, ils trompent disant que non, nous venons, mais c'est le Rwanda. Et ce n'est rien autre que peut-être les terres là dont vous allez dire les 300 km à vol d'oiseau qu'ils réclament. Mais aussi, sont nos richesses, ils sont là pour nous voler nos richesses. Soyons quand même francs. Ils envient notre pays. Ils envient nos richesses que Dieu nous a données. Et ils nous battent, ils viennent chaque jour nous égorger pour voir comment récupérer de nos richesses. Permettez-vous dire que depuis qu'ils ont ils ont chuté pour Roubaix, ils ont pris Roubaix, la plus grande carrière minière. Ils sont à force parce qu'ils ont la matière, ils peuvent se doter des armes, ils peuvent faire de n'importe quoi. Mais tout ça, vous comprenez que le Rwanda, c'est un pays producteur de l'or. Est-ce qu'au Rwanda, il y a de l'or? Il n'y a pas de gisement d'or. Il n'y a pas. Donc pour eux, ce n'est pas autre que... C'est une guerre économique. C'est une guerre économique et occupation d'espace, selon moi. Ils veulent venir juste prendre des espaces et juste prendre de nos richesses, de nos économies pour qu'ils investissent et qu'ils évoluent. Donc c'est ça, moi, mon analyse. Et pour cette cause, j'appellerai le président avec son gouvernement, son entourage, de nourrir encore la bonne volonté, de battre ces bandits-là parce qu'ils sont de nous tuer, ils sont de voler nos richesses et l'objectif c'est de nous exterminer pour venir nous repeupler ou repeupler nos espaces. Merci, M. Kalungero. Alors, nous sommes dans le cadre sécuritaire. Oui. Il y a aussi un activisme des ADF-NALU qui s'attaque à la population civile non armée, où on égorge des centaines de populations dans des villages. Alors, ces gens-là, les terroristes, les ADF, et aussi, quels sont leurs visées? Mon frère, ça me coule de larmes lorsque j'en parle. Voici 10 ans de plus en train de massacrer les gens, en train d'égorger les gens. Ça me fait d'ailleurs mal au cœur. Et si vous pouvez nous voir maintenant, nous n'avons même plus le goût de vivre parce qu'on sait que n'importe quoi, on peut mourir. Et maintenant, nous avons les malades mentaux. Presque d'ailleurs tout le monde ici, dans le Grand Nord, chaque individu mérite un psychologue. Parce que ce que nous voyons, c'est du jamais vu. Depuis 2014, je pense, ils ont commencé à égorger les gens jusqu'à maintenant. Mais moi, je me dis finalement, ces gens ici visent quoi? Ce n'est pas autre chose. Moi, d'ailleurs, je ne prends pas M23 à part et ADF-NALU à part. Ça doit être un plan. Les tout doivent avoir une mission quelconque. Parce qu'ils ne nous ont jamais dit s'ils veulent quoi. Vous leur disiez, malheureusement, ce qui m'énerve au gouvernement, c'est lorsqu'ils appellent ils disent quel concept? Les terroristes. Non. Il dit les présumés ADF-NALU. Donc, dans 14 ans, ça m'énerve. On n'a jamais identifié l'ennemi. Donc, même nous, maintenant, nous disons, oh, les MTM, mais nous ne savons pas encore les vrais. C'est pourquoi, moi, d'après mes analyses, je les qualifie à même titre que les M23. Tous sont des terroristes et ils n'ont pas beaucoup d'objectifs. Mais les ADF ne sont pas localisables et on connaît au moins quand même les revendications des M23. Mais on n'a jamais attendu des déclarations de la part des ADF pour revendiquer quelque chose. Bon, d'ailleurs, permettez-vous dire que ces gens ici, ils parlent. D'ailleurs, ils sont mieux que les ADF. Parce que s'ils peuvent parler d'ici et ici, on saura que ce sont les mêmes. Mais lorsqu'ils se taisent ici, de l'autre côté, on ne saura pas si c'est qui. Alors que combattre une personne qu'on ne connaît pas, c'est un peu difficile. Mais pour ces gens ici, moi je pense que l'objectif serait ce que j'ai souligné ici, qu'ils veulent nous exterminer, ils veulent piller nos richesses pour repeupler nos terres. Parce qu'ils sont venus en 2014, vous avez attendu
84 personnes massacrées. Ce qui n'a jamais été... Ce qu'on n'avait jamais vu étaler comme ça les cadavres des personnes comme des sticks d'arbres. Mais on s'est dit, quand on peut tuer pendant tout ça ici, on a quel objectif? Il importe moins de richesses exactement, mais il pille aussi des richesses là-bas. Mais ils partent se cacher dans des forêts. Ils sont d'épuiser aussi des richesses. Donc, ces gens ici n'ont pas beaucoup d'objectifs. Ce sont les mêmes objectifs avec ces messieurs-là qui ne veulent que nous exterminer, peut-être pour repeupler notre terre. Et exactement, nous avons vu les Wakurima de Rengareng. Et on ne savait pas s'ils partaient où. Avec l'armée ougandaise, les opérations au Soudan, alors quelle évaluation peut-on faire à mi-parcours? Cette guerre, ils sont censés combattre les messieurs les journalistes. D'attendre son champ d'action. Messieurs les journalistes, je ne sais pas comment vous dire. D'abord, le gouvernement est mauvais cible. Permettez ce concept. Il y a un petit résultat significatif, je ne refuse pas, parce que moi, je ne suis pas opposant d'une bonne action de la personne. En tout cas, je ne refuse pas du bon que vous avez, que vous pouvez poser. Mais dans le secteur de Rwenzori, exactement, il y a eu, dans les Mouarika, il y a eu des combats violents, et qu'on a dit qu'exactement ici, il y a l'objectif peut-être de vouloir neutraliser ces militaires. Mais disons comme ça, après Moualika, moi, mes analyses, c'est qu'on pousse ces gens-là vers l'intérieur, vers les fins fonds du territoire national, vers la forêt là-bas. Mais moi, je me dis, c'était encore possible parce que beaucoup, ils étaient concentrés du côté est. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'on les encercle de façon qu'ils soient étouffés dans les zones est? Mais j'ai senti une façon de les repousser vers les faits faux à l'ouest, vers le territoire de Lubero, et là qu'ils sont de partir, c'est juste une forêt d'as. Donc ils quittent où il y a plus ou moins la facilité de les traquer pour aller maintenant plus loin. Et moi, quand j'ai fait mes analyses, je me suis dit non. Est-ce que ça ne doit pas être aussi une façon d'étendre les champs ou les rayons d'action de UPDF? Parce que s'ils les exterminent de l'autre côté ici, c'est un accord, ils ne sont pas bénévoles, mon frère. Comprenez ça, messieurs les journalistes. Ils ne sont pas ici comme des humanitaires. Ils sont là, ils sont payés par les pays. Nous revenons encore aux accords dont nous venons de préciser ici avec les CT. Il y a toujours des accords, venez m'aider pour ça. Donc ils sont payés pour ça et autre chose. Mais moi je comprends que peut-être si aujourd'hui l'ADF vient d'arriver à la porte de Butembo, parce qu'ils ont récemment tué ici dans le secteur de Bapé. Ici, pas dans le secteur, ici tout près, ici après Tcherema. Ils ont été à Chitendi la semaine dernière ici. C'est déjà ici à la porte de Butembo. Est-ce que ce n'est pas une façon d'étendre les rayons d'action de UPDF? Mais aussi, le gouvernement, est-ce que nous manquons les moyens de traquer ces ADF? Je vous rappelle qu'à l'époque, avant que le fait Mamadou et le général Baouma ne meurent, leur grand site, leur grand bastion, c'était à Madina. Madina vers là. Mais Baouma a si neutralisé Madina. Leurs universités et autres, il a si neutralisé là-bas. C'est-à-dire que notre armée a de la force. On n'a pas seulement intérêt d'aller recourir à l'UPDF ou quoi. C'est une guerre qui est difficile parce que c'est une asymétrie. Non. On a du mal à identifier l'ennemi. Moi, je ne dirais pas qu'elle est tout à fait difficile, sauf que l'opération au Soudan, j'ai dit que ça a bien commencé, et au passé que ça va produire ces mêmes résultats pour barrer. Mais ça devient encore à perpétuité continuelle comme auparavant. On faisait même chose avec nos propres FARDC. Au passé que comme on va associer l'armée ougandaise, bien sûr nous serons encerclés et les frontières d'ici par là, nous allons les encercler afin de les étouffer et à finir. Mais voici, je ne sais pas s'il y en a des ans avec les UPDF. Voilà, maintenant ils sont d'approcher maintenant les villes de Butembo. Exactement, lorsqu'ils tirent quelque part, et UPDF doit s'y rendre. Alors moi je vous dis que ce n'est pas seulement l'UPDF qui peut à finir, même nos soldats sont à mesure. Et ce que je dois dire à ces UPDF, c'est ce qu'ils prouvent qu'ils sont venus réellement nous aider. Mais dans le cas contraire, nous allons dire qu'il y a aussi
soit de profiter quelque chose de ça. Merci, M. Kalungero. Rappelons que vous êtes porte-parole des mouvements citoyens GGEC. Oui. En tout cas, merci pour vos analyses. Maître, par rapport à la situation des ADF, quelle analyse vous avez par rapport à cette situation? C'est déjà bien. Vraiment une analyse pertinente. Et le fait peut-être de dire non, il faut qu'on revienne peut-être à la case de départ, c'est-à-dire qu'on revienne pour, disons, là où il y a les accords de l'EMERA, parce que la question était telle que pourquoi il y a ces causes répétitives. Moi je me dis... C'est comme si nous sommes dans des cercles vicieux. Je me dis, on ne peut plus revenir là, concrètement. Pourquoi y revenir? On ne peut pas revenir, dire non, alors nous allons dire, comme on vous a promis, je ne sais pas, 300 km, nous allons vous promettre ici 18. Ce n'est plus là. Malheureusement, les acteurs ne sont plus aussi le même. C'est-à-dire, même celui qui avait signé, c'était Mosé, il paie à son âme dans le tombeau où il est. Et il est mort et il a été. C'est un accord qui semble, même si je ne me dote plus, je n'ai plus la date. C'est comme si ce sont des accords à cette époque-là qui ont été signés avant même qu'il ne soit au pouvoir. Ça veut dire que c'est un accord qui semble être signé pour que maintenant on commence la guerre. Donc vous imaginez, ce sont des accords qui n'avaient pas été signés par les officiels congolais alors. C'est un élément, c'est déjà quelque chose. Et deuxième chose, vous voyez, il y a quoi? Il y a ce que nous appelons les M23 et les accords de, je ne sais pas, d'Arusha, les accords de Kampala, etc. Et c'est avec Kabila exactement. Même si nous connaissons qu'il y a ce que nous appelons la continuité de l'État. Donc, c'est-à-dire que ce que le président aurait signé, vous devez obligatoirement les accepter. Mais nous, à côté de ça, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a ce que nous appelons le dynamisme de la politique. Aussi longtemps que les accords ont été signés, et peut-être qu'il y a de nouveaux acteurs qui entrent au niveau, sur la scène politique qui n'ont plus la même vision que le prédécesseur. Or, même si les accords ont été violés, les accords ont été signés, il semble, sur la scène internationale, pour les grandes puissances, les accords sont faits pour être violés. Je ne sais pas, pour les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Mais les accords sont faits pour être violés. Concrètement, ça veut dire que dès que les accords, vous trouvez que les accords ne sont pas à votre portée, les accords semblent avoir eu des impacts négatifs sur vous-même, ok? Logiquement, vous pouvez vous rétracter et revenir à la case de départ, dire en tout cas nous violons, nous ne sommes plus d'accord avec ces accords. Et malheureusement, c'est là, vous devez connaître les conséquences. Ça veut dire que l'autre acteur va commencer maintenant à vous pousser pour que vous puissiez respecter intégralement parce qu'il est le gagnant. C'est comme ça. Il est le bénéficiaire. Alors, c'est comme ça que les choses se toujours s'empirent. C'est comme ça que nous ne pouvons plus aussi non plus revenir. Mais il faut encore que vous ayez plus de force pour que vous puissiez faire ce que je vais te dire, vous violez les accords. Donc vous violez tout en connaissant que, donc à terme de force, je suis prêt à me battre parce que ce que je n'obtiens pas par la médiation ou bien par la négociation, je vais l'obtenir par cette force et la politique s'y conforme. La politique s'y conforme. Alors aujourd'hui, pour ce qui est des ADF, donc je me dis qu'il ne faut plus qu'on revienne peut-être à ces accords, comme il y a encore lâcheté, il a démontré qu'il faut soit la guerre, ok? Il faut faire la guerre. Mais c'est là que nous sommes même la guerre. Et même dans cette guerre-là, on veut encore négocier. C'est pourquoi on vous dit que toutes les guerres finissent sur les tables. Sur les tables de négociation. Sur les tables. Donc toutes les guerres finissent sur les... Vous imaginez, quand on a défait le M23, il y avait ce que nous appelons la déclaration de Kampala. Pourquoi aller faire des déclarations à Kampala alors que nous venons de faire quoi? De défaire. Autrement dit, ça vient exactement, disons, justifier que les guerres finissent toujours sur les tables. Ok?
Donc, il y a cela, même si on défait ces gens-là, il y aura un jour de dire, ok, acceptez-vous que nous venons de vous convaincre, ou dit oui, c'est encore si inétable. Voilà comment les choses marchent à terme de guerre et à terme de négociation. Alors, je ne sais pas, parce que je l'ai toujours dit dans mes émissions, à politique, il n'y a pas de prophète. En politique, il n'y a pas de prophète. Nous ne pouvons pas dire voici comment ça va aller, mais la chose la plus claire et que moi j'ai rêvé peut-être la nuit, c'est que je suis en train de voir une fête terrible pour Paul Kagame. Donc ça, je demande à ceux-là qui nous écoutent de prendre cela à témoin. Je suis en train de voir une catastrophe pour Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame, ou le Rwanda, Kagame n'est pas un blanc parmi les noirs. Ça non. Ça veut dire qu'il est soumis aux mêmes règles qui sont toujours appliquées chez le noir. Et il ne peut pas prétendre avoir servi le blanc plus que Mobutu. Il ne peut pas prétendre avoir servi le blanc plus que Kadhafi. Il ne peut pas prétendre avoir servi le blanc plus que le Laurent Bongo, Bongo Odimba, ou le Blaise Compaoré. Donc, Alassane Ouattara, je crois qu'il est à Côte d'Ivoire. Oui. Donc, de la même manière, la même politique qu'ils appliquent à ces géants qui ont essayé de tout donner leur économie aux puissances étrangères, ça sera pareil, ok? Ça sera pareil. Parce que si vous voyez exactement sur le champ de bataille, vous trouverez peut-être des armes qui ne sont pas obligatoirement RDF, mais on va écrire des USA, ici de suite China, je ne sais pas comment, parce que c'est là que ces armes ont été fabriquées, ok? Alors, est-ce qu'il a le moyen de financer la guerre jusqu'à cette hauteur-là? Parce que, visiblement, ici, on connaît, c'est vraiment l'M23, c'est une coquille vide, ok? Et on fait la guerre contre une armée. Et donc, ça ne sont pas des conflits internes, c'est vraiment une guerre parce que ça met presque aux prises deux armées. Alors, quant à ce qui est de la question des ADF, et l'autre a démontré, et comme nous l'avons démontré dans les émissions précédentes, que vous voyez, au quitte Marika, au quitte je ne sais pas quoi, je l'avais déjà, au quitte le secteur de Rwenzori, je disais que l'objectif qui est caché derrière le général, le fils de Museveni, prêtez-moi le nom. C'est Muhozi. C'est Muhozi. Muhozi, voilà Muhozi. C'est ne pas vraiment finir avec ces ADF. Parce que les ADF, ce sont des ADF ougandais. Le mot c'est celui-là. Oui, on les suspecte d'être des terroristes ougandais. Ce sont des terroristes ougandais. Non, déjà dans leur nature, parce que on les appelle d'abord des Nalu. Oui. Et l'autre terroriste, non, Nalu, ce n'est pas ça. National, Ami. Il y a MTN. Ainsi de suite, comme ça, comme c'est de l'anglais. Oui. Alors, c'est avec les Nalu que cela est venu les ADF. Ok? Donc, la racine des ADF, c'est l'Ouganda. Et j'estime que quand ils sont devenus ADF, ils n'ont plus l'objectif encore de se battre contre l'Ouganda. Donc ça, c'était l'objectif. L'objectif était de dire, est-ce que nous pouvons aussi créer ici un petit État qui soit un État islamique, un État où nous allons appliquer peut-être la charia, un État où nous allons appliquer ce que nous voulons. Ok? Et c'est cela qu'ils ont commencé. Et comme ils ont essayé, d'abord, la première des choses, le gouvernement congolais a dit, ok, nous venons de constater que d'abord, la plus grande majorité des recrues viennent de l'Ouganda, ils viennent à grande partie de l'Ouganda. On peut voir des Rwandais et des Burundais, parce qu'il y en avait. C'est là qu'on avait dit non, essayons de travailler avec les Ougandais. Alors les Ougandais aussi s'attardaient, ils ont accepté l'appel, cette offre, parce que l'objectif, le même ZADF venait, dans la suite d'État, venait de tuer des jeunes au niveau des lycées. Oui, alors, donc c'était l'occasion de dire, ok, parce que nous avons eu cette opportunité de les chasser des lycées jusqu'à la frontière. Maintenant, on donne cette opportunité d'entrer à l'intérieur de la RDC. Alors, l'objectif, ça sera faire quoi?
L'objectif, c'est déjà une menace. C'est déjà une menace pour les deux pays, encore que c'est une menace double pour la RDC. Étant donné que nous ne sommes pas l'origine de ces ADF, et encore c'est nous qui subissons plus doublement que ces gens-là. Et ils ont dit non, nous faisons de telle sorte que nous, comme ce sont des gens qui sont forestiers, ce sont des singes. Ils vivent dans les forêts, on ne maîtrise même pas. Parfois, vous faites tuer ici, mais vous allez manquer des traces où ils sont passés. Alors, on a dit, nous allons maintenant les chasser hors de notre frontière. Comme ils ont fait Joseph Kony. Je l'ai toujours dit, l'objectif c'est que vous les chassez loin de la frontière. C'est pourquoi vous trouvez qu'ils sont maintenant à l'ouest. Je le disais, c'est loin de la frontière ougandaise. Donc l'objectif pour eux, c'est que avant encore de quitter, une fois ces gens-là pouvaient dire nous allons encore massacrer, ou c'est en Ouganda, ils feront alors encore autant de kilomètres, et je crois qu'ils seront déjà appréhendés dans la zone là avant d'atteindre l'Ouganda. Et c'est pourquoi vous trouvez qu'ils sont en train de les chasser aujourd'hui. Il y a une rivière après, je crois Madengaïdo, non pas Madengaïdo, vous traversez Mangurujipa, il y a une autre grande rivière, et vous passez dans les Chopo. C'est là qu'ils sont. Oui, c'est Lindi. Je crois Lindi. Ils sont en train d'aller vers là pour aller vers le Chopo. Vous voyez que donc même l'ancienne province orientale disons Chopo est en train d'être aussi menacée par les ADF qui quittent la frontière ougandaise. Donc voilà la stratégie elle est assourdine dans la tête des Mozi, et qui parce que c'est comme ça qu'il faut sécuriser. Et au-delà de cela, il y a aussi la fameuse, même si ce n'est pas officiel, ça se dit sur des réseaux, il veut aussi sécuriser la zone qui était presque reconnue lui appartenir. Une partie de leur pays. De ce pays, parce que depuis qu'ils ont fait la guerre de 6 jours, je crois, au niveau de Kisangani, c'était pour essayer de se départager, de dire non, c'est comme si toi tu viens de dépasser la frontière, ou disons les limites que nous t'avons déjà données, et que alors il fallait que vous retourniez vers votre RCD Goma, donc disons dans le Nord Kivu, et j'en passe. Donc, cet objectif-là, caché, caché, que nous ne disons pas que c'est officiel, qu'une fois, si la balkanisation pouvait peut-être être opérationnelle, ils auraient déjà pacifié cette zone. Vous voyez, je dis que ça arrive maintenant vers le Chopo. Ça veut dire qu'encore, ils auraient déjà pacifié la zone qui serait entre leurs mains. Et donc, l'Ouganda sera toujours à sécurité si la balkanisation y arriverait. Je ne sais pas si vous voyez cette logique. Et probablement, André, aussi d'y tirer des ressources. Oui, et d'y tirer des ressources. Minières, donc, cette manière de faire pour les Ougandais, elle est là, mais nous ne pouvons pas aussi non plus dire que les Ougandais n'ont rien fait, parce que ils ont engagé leur matériel, et les hommes aussi, et même si nous connaissons qu'ils ont fait ça aussi, ils connaissent que nous avons, ils ont une dette qui a été signée vers la fin de l'émission. Alors à Conclia, c'est tout simplement par rapport à cette thématique qui est vraiment vaste, tellement vaste. Elle est tellement vaste jusqu'à ce que nous manquons finalement s'il faut aller à gauche ou à droite. Mais la conclusion est telle que pour les ADF, la question est toujours, c'est nous le Congolais. Nous avons, je crois que nous qui sommes des Congolais, nous avons joué beaucoup avec notre sécurité. Et si on a appelé ces gens-là, il y a vraiment dit n'importe quoi, et la sécurité n'a pas été au rendez-vous, parce qu'on commençait même à soupçonner nos mêmes FARDC que c'est comme s'il se transformait en ADF. C'était des soupçons qu'on avait pour qu'on a amené même ces gens-là. Merci, monsieur le CT. Rappelons que vous êtes enseignant à l'université officielle de Rwenzori IOR Butembo en relations internationales. Vraiment, merci pour votre point de vue, vos arguments tellement enrichissants. Ça va nous permettre à nos téléspectateurs d'attirer quelque chose pour le bien-être de notre pays. Merci. Alors, monsieur Kalungero, à titre de conclusion,
qu'est-ce que vous pouvez donner comme conclusion à cette population longtemps meurtrie par les affres de la guerre? Merci beaucoup. Ma conclusion, je vais juste la globaliser, c'est de remercier les FARDC et les appeler à mieux faire, jusqu'à récupérer Rubaya et tous les territoires conquis par l'ennemi. Pour ce qui concerne l'ADF Nalu, ce pays nous appartient. Cette terre, elle est nôtre. C'est notre héritage. Non, nos aïeux nous les a légués. Donc, j'ose croire que la sécurité, c'est l'État qui doit la garantir à nous, la population. Mais comme il semblerait que l'État n'apprenne pas juste conscience ou ne donne pas beaucoup d'efforts, moi j'appelle à la population de nous mobiliser parce que je doute que cette guerre finira par les armées. Que le peuple se mobilise, parce que maintenant, les ADF ne peuvent pas être plus que... Mais la population est déjà mobilisée, il y a des Wazalem qui sont déjà sur le terrain. Je voulais que ce soit une guerre civile, que même nous... Vous savez, dans un village, on peut avoir facilement un village avec 50 papas. Mais les ADF viennent et égorgent les gens, les tout fuient. Moi, je pensais que, comme nous ne sommes plus à quel se vouer, que tout le monde, que chaque papa achète une machette, qu'on dorme avec juste à la maison et qu'on continue aussi à donner et à se mobiliser. D'ailleurs, je profite de dire ça avant qu'on chute, que la jeunesse de Butembo, la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et associations féminines et autres de la ville de Butembo, maintenant, depuis vendredi passé, nous sommes dans les rues, à ville, en train de récolter le vivre et non-vivre, argent pour accompagner nos Azalendres. Non. Et les FARDC, ceux qui se battent juste sur les lignes de front. Je pense que de cette même manière, ceux qui peuvent ne pas réussir peut-être à se battre, aller au champ de bataille, qu'ils se mobilisent à moyens pour permettre à ce que cette guerre finisse. Parce que jusqu'à quand nous irons jusqu'où en train de mourir? C'est nous qui sommes de perdre les nôtres. Donc je pense que nous devons nous mobiliser, assembler et accompagner le gouvernement pour qu'on en finisse. Merci, M. Kalunguero. C'est à ces termes que nous mettons complètement fait à notre émission de débat politique, grand débat citoyen. Je tiens à la présentation de Dovia Mouvunga Floribert. Dans ce studio, nous avons accueilli maître, l'enseignant Élisée Kasereka Mateso. Il est enseignant à l'université officielle de Rentori au niveau des relations internationales, mais également nous avons été avec M. Happy Kalunguero. Il est activiste au sein du mouvement citoyen GEGEC. Je ne sais pas si c'est, Action quoi. GEGEC, c'est Génération Jeunesse Consciente. Merci. C'est avec qui que nous avons traité de cette question sécuritaire. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. À tout à l'heure.